Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce congrès ufologique de Montréal, dans cette belle province du Québec. Je suis content de me trouver parmi vous et je vais vous entretenir par ce court exposé des rencontres rapprochées du troisième type, un thème auquel je m'intéresse depuis très longtemps et que j'appelle familièrement les apparitions humanoïdes. Ce n'est pas un sujet facile parce que ces cas paraissent tellement incroyables. Ils sont tellement multiformes aussi, qu'ils suscitent souvent le rejet et la moquerie à l'intérieur même du milieu ufologique des fois. Et pourtant, ces cas ont un immense avantage, c'est qu'ils sont vecteurs d'information. Et qu'est-ce que l'ufologie, sinon de l'information qui remonte du terrain par le biais de témoignages humains dans au moins 95% des cas. On doit donc pouvoir, en toute rationalité, bâtir un échantillonnage, d'autant plus qu'on a aujourd'hui 75 ans de recul historique, et travailler dessus pour voir si certaines informations ne seraient pas extrêmement précieuses dans les pistes qu'elles pourraient nous donner pour mieux comprendre ce phénomène. Alors, la première chose, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, et pour tout vous dire, c'est la question la plus difficile que l'on puisse me poser. Combien existe-t-il effectivement de ces cas ? Il existe plusieurs catalogues dans le monde, plus ou moins accessibles, et quand on passe du temps à balayer ces catalogues, et ça prend vraiment du temps, croyez-moi, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 15 000 notifications. Seulement, on s'aperçoit aussi que plus de la moitié de ces notifications ne concernent pas l'ufologie. Donc, il faut procéder à une sorte d'écrémage préalable. Ensuite, il reste un peu plus de 6 000 cas. Et c'est là que commence vraiment un travail de sélection. Je ne veux pas trop m'étendre sur le protocole de sélection parce qu'il y a des choses que l'on ne doit pas aborder en public, mais il y a 3 modalités qui tombent sous le sens. La première, c'est qu'il faut pouvoir tracer les sources. Il faut savoir qui a vu quoi, qui a dit quoi et qui a transmis quoi. Croyez-moi, on en apprend beaucoup par là. Ensuite, il faut qu'il y ait une enquête, soit d'un ufologue privé, soit d'un groupement. Donc, il doit y avoir un dossier, soit papier, soit numérique. C'est la moindre des choses. Et ensuite, il faut regarder un petit peu quelle information transmet ce cas. Quand on procède de cette manière, ou que ce soit sur un plan pays par pays, ou zone par zone, comme par exemple l'Europe ou l'Amérique du Nord, ou au niveau monde, on aboutit au même résultat. À savoir que une fourchette de 4 à 8% des cas est recevable. Ce rapport de 1 à 2 tient en fait exclusivement aux modalités du protocole de sélection, d'où la très grande importance de se concentrer dessus. Certains trouvent que ce n'est pas assez, d'autres trouvent que c'est trop. Pour ma part, j'essaie de garder une voie du juste milieu. Cela nous donne entre 250 et 300 cas en partie basse et un peu plus de 500 cas en partie haute en fait. Moi, je retiens 300 à 400 cas maximum et c'est là-dessus que je travaille. Donc ça, c'est la première chose. Quand est-ce qu'apparaissent ces cas ? On sait que le phénomène OVNI était là avant-guerre. Il s'est produit à bas bruit et en dehors de tout cadre cognitif. Mais ces cas de RR3 semblent plutôt apparaître pendant la Seconde Guerre mondiale et plutôt en Europe occidentale, je dirais, en Italie et en France notamment, où on a des notifications à partir de 43 et 44. Notamment en Italie, où il y a plusieurs très beaux cas, également en France. Mais il faut bien voir une chose, ces cas seront connus après-guerre, parce que personne n'était là pour les enregistrer pendant la guerre, vous pensez bien, et ils ont été interprétés par les témoins, non pas comme des émissions extraterrestres ou je ne sais trop quoi, mais en fonction de leur culture du moment, on pouvait leur suggérer. Or, qu'est-ce que suggérait la culture du moment ? On parlait beaucoup d'armes secrètes nazies. Et c'est dans ce cadre-là, généralement, qu'ils ont été interprétés. Dès la guerre terminée, on voit apparaître un certain nombre de cas, à droite à gauche, de cas très importants, un peu oubliés aujourd'hui, et qui sont pourtant très significatifs, parce qu'ils contiennent des éléments qui vont connaître une riche descendance. Dès 1946, on a un cas assez important à Angelholm, une petite localité située en Scanie, qui est la partie sud de la Suède, et ce cas annonce, à quelques jours près, la fameuse vague des fusées fantômes, la vague la mieux enquêtée quand même de toute l'histoire ufologique,
qui va déferler à l'été 46 donc, sur la Suède, les pays scandinaves et la Baltique. Le cas d'Angel Holm a laissé des traces. Il y a eu une tentative de paralysie sur le témoin. Les traces ont été visibles pendant plus de 20 ans. Et ce cas qui pose problème, comme beaucoup de ces cas quand on suit les témoins sur le temps long, est quand même un cas remarquable. L'année suivante, il y a un cas un peu du même genre à Raveo, dans le Frioul, en Italie. Alors le Frioul est situé au nord-est de l'Italie. C'est une région très montagneuse, située pas très loin de la frontière yougoslave de l'époque et de la frontière autrichienne aussi. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'une des deux entités va saisir un petit objet à sa ceinture et paralyser le témoin avec un rayon. Vous voyez un petit peu quelle est la descendance historique de cette affaire-là. En 1948, il y a un très beau cas en Allemagne, près de Emmer, dans cette belle région du Sauerland, où un énorme appareil métallique qui ressemble à une sorte de ballon dirigeable, finalement, à une sorte de zeppelin, se pose au sol avec des entités aperçues et qui semble collecter de l'herbe. Ce cas laissera également des traces. Et on arrive en 1950 au fameux cas d'Abiette et Gozzone en Lombardie, donc en Italie, où le témoin va se trouver de nuit face à un objet qui laissera des traces au sol, qui laissera également de petits résidus métalliques au sol. Le témoin sera paralysé par un rayon, et cette fois il y aura un petit peu des dégâts. Et Bruno Facchini, puisque c'était son nom, a toujours dit et répété jusqu'à la fin de sa vie que c'était la pire chose qui lui était arrivée, notamment de par la manière dont on l'a traité après. En 1951, il y a un beau cas qui se déroule à Beau-Soleil, qui est une petite ville qui jouxte Monaco dans les Alpes-Maritimes, où 3 témoins, dont un policier, observent un objet en plein jour au milieu d'une foule. L'objet est très bas et au moment où ils appellent la foule, où ils appellent d'autres personnes, l'objet disparaît à toute vitesse. J'ai eu la chance d'enquêter en 1976 sur ce cas parce que j'ai pu rencontrer la dernière, c'était une femme, des témoins survivants. Et puis on arrive évidemment à la fameuse vague de 1954, qui est un phénomène très exceptionnel dans toute cette histoire. Je rappelle que la vague de 54, qui s'est déroulée principalement en France, mais dont la puissance était telle qu'elle a débordé sur les pays voisins, et notamment l'Italie, mais en Afrique du Nord aussi, a donné 90 notifications de RR3. Donc, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel que le phénomène des apparitions d'humanoïdes est un peu décalé par rapport à l'activité OVNI en général. Il ne participe que très peu des grandes vagues OVNI. Par exemple, le lac de la vallée de l'Hudson, qui commence en 83 et va durer plusieurs années, n'a connu que 1, peut-être 2 apparitions d'humanoïdes, pas plus. On peut en dire autant pour Colares en 76. En fait, il semblerait que les apparitions d'humanoïdes tournent sur une espèce de toile de fond, comme une sorte de routine, et que ça pulse un petit peu comme ça, et que les cas nous arrivent après coup. Et c'est de cette activité que jaillissent la plupart des cas. Une fois la fièvre de 54 retombée, le phénomène va continuer sa lente montée progressive en puissance, jusqu'aux années 60, où des cas bien connus font leur apparition. On peut parler de Socorro au Nouveau-Mexique en 64, de Valençol en France en 65, et de la plaine des Cafres à La Réunion en 68, avec des traces de radioactivité relevées par la gendarmerie. Et puis on débouche sur cette fameuse décennie 70-80, que certains ufologues appellent l'âge d'or de l'ufologie, pour tout un tas de raisons, mais c'est en tout cas l'âge d'or pour les rencontres du troisième cycle, puisque, pour donner un ordre d'idée, en 76 de mémoire, on a eu jusqu'à 600 notifications par an de RR3, ce qui est exceptionnel. La décennie 80-90 fonctionne un peu sur cette lancée tout en se tassant un petit peu. Elle est marquée par 2 événements importants. Le premier, c'est l'inflation, l'émergence et l'inflation des abductions, des enlèvements qu'on appelle aussi RR4, principalement en Amérique du Nord. Et à la fin de la décennie, la chute du mur de Berlin. Celle-ci va avoir des conséquences parce que la Russie donc, et les pays limitrophes vont inonder l'Occident de cas de ce type. Et à ce sujet, les ufologues russes les plus sérieux nous ont mis en garde contre ça. Ils ont dit attention. Et effectivement, j'ai lu beaucoup de ces cas, et très honnêtement, je pense que le pic statistique qu'on voit est très largement virtuel. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais retenez simplement cela.
Ensuite, dans les années 80-90, le phénomène entame une lente descente, comme s'il avait atteint un sommet et qui redescendait lentement. Et cette courbe vers le bas va s'accentuer après les années 2000. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à peu près 120-130 notifications par an de cas, mais à y regarder de plus près, il y a également une perte qualitative, je dirais, parce que 120-130 cas par an, c'est pas mal si il s'agit réellement de RR3. Or là, on est dans une mécanique où les abductions ont presque, pas tout à fait, mais presque remplacé les RR3, et les abductions commencent à être grignotées de l'intérieur elles-mêmes par un autre phénomène qu'on appelle les visiteurs bellrooms, comme son nom l'indique, l'apparition d'une entité dans la nuit, mais sans observation d'OVNI associée. Ce qui fait que dans le milieu ufologique, très naturellement, il y a une discussion virulente là-dessus. Est-ce qu'on doit prendre ces cas ou pas? Ce qui est normal. Voilà ce que l'on peut dire de cette répartition sur le temps long, à peu près 75 ans. Au niveau de la répartition horaire, là, le phénomène des RR3 se calque sur le phénomène en général. On sait qu'à la fin des années 50, on a basculé définitivement, majoritairement, du diurne au nocturne. Donc là aussi, les RR3 couvrent toutes les tranches horaires, bien sûr, mais à partir de la tombée de la nuit, on voit le pic qui monte en flèche, on va dire autour de 20 heures, ça monte en flèche jusqu'à 23 heures, minuit, et ensuite ça redescend. Sur le plan mensuel, donc sur les mois, l'année est nettement coupée en deux. La première partie est relativement moyenne jusqu'au mois de juin. À partir du mois de juillet, ça monte fortement et ça se maintient pratiquement à ce niveau jusqu'à décembre inclus. Beaucoup plus intéressants sont les résultats concernant les témoins. Beaucoup de personnes s'imaginent que ces cas concernent toujours un témoin unique et isolé. Eh bien, c'est faux. Toutes les statistiques sont remarquablement homogènes dans le monde entier, ou quel que soit le pays. On est entre 30 et 35% de témoins multiples. On va dire un bon tiers. Ce n'est pas un résultat anodin. Autre thème qui est important, c'est celui des traces. Là, on tourne sur une fourchette, on va dire, entre 10 et 15% selon les pays. On pourrait d'ailleurs la faire monter, cette fourchette, avec d'excellents arguments. Il suffit de supprimer des listings les cas où l'OVNI n'a pas touché le sol. Et ça montrerait, comme pour les témoins rapprochés, à 30% environ. Mais on peut aussi nuancer les cas en faisant une distinction entre traces rapportées par le témoin, mais sans preuve vraiment, ni même sans photographie, et traces vérifiées par une enquête. Or, il y a plus de traces alléguées que de traces vérifiées. Donc il faut nuancer tout ça, et personnellement, je reste sur 12-13%. Voilà. Un dernier point doit être relevé, c'est les corrélations qu'a tenté le milieu ufologique depuis très longtemps entre une manifestation à ras du sol et l'environnement, la topographie, on va dire. Là-dessus, il faut bien dire qu'on n'a pas obtenu de résultats vraiment significatifs sur le plan statistique. C'est pas faux d'avoir tout tenté, hein. Tout y est passé, les sources, les failles, les mégalithes, les barrages hydrauliques, les carrières, etc. Aujourd'hui, la tendance serait plutôt sur tout ce qui touche au nucléaire, les centrales, avec peut-être des résultats un peu meilleurs. Mais sur le plan statistique, il n'y a rien de vraiment net. Et c'est d'ailleurs assez étonnant par rapport à ce que je vais dire par la suite. Donc, voilà ce que l'on peut dire, très rapidement, bien sûr, sur un plan général et statistique, de ce phénomène. Il y a un autre point qui doit être abordé, c'est celui des caractéristiques. En ufologie, il y a des caractéristiques et des anomalies. Le phénomène OVNI est lui-même une anomalie géante à lui tout seul, vu que dans son comportement, il viole généralement les lois physiques telles qu'on les connaît. Alors, qu'est-ce qu'une caractéristique par rapport à ça? Eh bien, c'est le taux statistique qui l'indique. Si une anomalie est présente dans plus de 90% du cas de toutes les observations confondues, on est face à quelque chose qui est structurel et on est bien face à une caractéristique. De ce point de vue, une caractéristique, c'est une anomalie qui a réussi, tout simplement. Alors, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'il y a un parallèle étroit entre les caractéristiques du phénomène OVNI, il y en a 5 selon moi, et le phénomène des rencontres du troisième type. Ce serait normal, soit dit en passant, puisque ce n'est qu'une facette du phénomène OVNI. La première caractéristique, vous la connaissez tous, c'est la signature du phénomène OVNI. Elle est apparue dès 1946-47.
ces comportements physiques hors normes, avec ces accélérations extraordinaires, ces virages à angle droit, cette absence visible de gravité. Il faut avoir vu ça une fois dans sa vie pour comprendre exactement ce que ça représente. Eh bien, on trouve exactement la même chose dans les rencontres du troisième type. Mon ami Julien Gonzalez, qui a écrit un gros livre sur les RR3 françaises, remarquait, très justement, que plus de 50% des cas recensés en France faisaient état d'entités ne touchant pas le sol, comme si elles étaient en lévitation, ou alors courant à des vitesses absolument extraordinaires et anormales. Donc on est bien dans un parallélisme là évident, dans une sorte de synthèse entre les deux qui est évident. Seconde caractéristique, le problème de la lumière. Celui-là, on s'en est aperçu assez vite aussi. Et il faut dire que les statistiques sont tombées assez tard, aux alentours de l'an 2000. La lumière associée à une manifestation OVNI est présente dans 96% de toutes les observations, toutes confondues. Quand on regarde les RR3, on s'aperçoit que c'est exactement pareil. Non seulement il y a une fantasmagorie lumineuse extraordinaire qui est déployée par les objets, mais les êtres aussi sont parfois lumineux. Ils se servent de toutes sortes de rayons. Le rayon lumineux est très intéressant en ufologie parce qu'il sert à un tas de choses. Il sert à paralyser les témoins, parfois à guérir d'ailleurs. Il sert à véhiculer les êtres, à emprisonner des faux témoins. Il sert vraiment à beaucoup de choses ce rayon. Et donc on est dans un parallélisme qui est évident. Troisième caractéristique, c'est le côté protéiforme ou polymorphique, si vous préférez, du phénomène. Ça, on s'en est aperçu au début des années 70. Par une réaction anthropocentrique assez naturelle et compréhensible, on pensait que ce phénomène allait se comporter comme nos avions, nos fusées, c'est-à-dire qu'on allait trouver assez facilement des séries, des catégories facilement identifiables. Cela n'a jamais été le cas. Le phénomène s'est toujours comporté avec une créativité dans les formes qui est absolument extraordinaire. Et je rappellerai que dans le cas de l'RR3, on observe encore une fois la même chose, puisqu'on a tenté de bâtir dès la fin des années 60 des typologies des êtres observés, dont la mienne en 78, et que toutes les typologies, on est à 11 ou 12 maintenant, se sont fracassées sur le même problème, à savoir la créativité débridée de ces cas. Alors ce problème a souvent été réglé en mettant 2 ou 3 compartiments de plus qui font un petit peu office de vue de tout ce qu'on peut pas mettre ailleurs. Mais ce n'est pas très satisfaisant. Donc on observe la même créativité, la même différence, le même polymorphisme dans les apparitions d'humanoïdes. Quatrième caractéristique, alors là ça devient beaucoup plus problématique, celle-ci est apparue dans les années 70-80, donc la fameuse décennie d'Ouvrée, et a fait l'effet d'une véritable bombe à fragmentation, notamment sur l'ufologie française, c'est l'introduction du paramètre de la conscience dans le phénomène OVNI. Là aussi, on est face à quelque chose qui est tellement multiforme, qui possède visiblement une telle importance, qu'on peut dire que c'est littéralement transversal à tout le phénomène, mais que catégoriser, appréhender cette notion est extrêmement difficile. D'où le livre OVNI et conscience que l'on a publié il y a 2-3 ans avec des amis. Dans les apparitions d'humanoïdes, ce thème, comme il fallait s'y attendre, est redondant. On le distingue partout, et même quand il n'apparaît pas très nettement, on sent qu'il est dessous. On sent qu'il est sous-jacent. Donc c'est un thème très important. Et enfin, cinquième caractéristique, alors là, si l'autre était une bombe à fragmentation, celle-là, c'est une bombe nucléaire placée en plein milieu du milieu ufologique, je veux parler de l'élusivité de ce phénomène. Les 75 ans écoulés nous montrent que l'élusivité, c'est-à-dire la fuite, mais ce n'est pas n'importe quelle fuite, c'est une fuite qui n'est jamais prise en défaut, c'est ça l'élusivité. L'élusivité est la plus puissante caractéristique de tout le phénomène OVNI. Je pense pour ma part qu'elle frise les 100%. Elle doit être à 99, 6 ou 7. Voilà. D'ailleurs, je vous fais remarquer que si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là pour en discuter. Donc, il faut aborder ces problèmes, ces problématiques d'une façon, je dirais, tranquille, regarder les choses et voir quelle est l'information qui remonte du terrain, toujours par rapport à ça. J'y reviens et j'y reviendrai sans arrêt.
Alors, d'abord, il faut savoir que les 5 caractéristiques que je viens d'évoquer, on pourrait passer 2 heures sur chacune d'entre elles et montrer leur concordance avec les RR3. Mais on n'a pas le temps, donc je vais parler uniquement de la plus complexe et vraiment de la plus problématique, c'est la 5e, c'est cette histoire d'élusivité. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une erreur, ce serait une erreur de considérer l'élusivité en tant que telle isolément. C'est un réflexe naturel pourtant. Quelles pourraient être les raisons de l'élusivité? On en voit 2. Premièrement, cette intelligence ne voudrait pas de contact, sans doute pour nous protéger d'un choc épistémologique. Ça, c'est la première, une volonté de l'intelligence. Et il y en a une deuxième qui me plaît beaucoup, c'est que tout simplement, on serait lié à la physique qui est déployée. Celle-là, à mon avis, a plus de chances de se révéler exacte. Il faut bien comprendre que les 75 années passées nous apprennent une chose, c'est que le phénomène OVNI s'inscrit dans un comportement duel qui paraît immuable. De ce point de vue, symboliquement, il ressemble un peu au dieu Janus de l'Antiquité qui avait 2 visages. Le premier visage, c'est son intrusivité. Ça, on peut très bien le constater. Ce phénomène se produit depuis 75 ans sur une fréquence très élevée. Il pourrait ne pas, mais il le fait. Et l'autre partie, c'est l'élusivité. Ne croyez pas qu'un tel comportement aille de soi pour une bonne raison et 2 propositions sont antinomiques. Vous ne pouvez pas être dans un territoire et ne pas y être en même temps. Alors, comment fait le phénomène? Eh bien, il pulse, un petit peu comme des signaux lumineux qui apparaissent et qui disparaissent. Mais il y a quand même un gros problème là-dedans, parce que ça implique qu'il doit y avoir un équilibre subtil, précis, entre l'intrusivité et l'élusivité. S'il y avait trop d'intrusivité, on ne serait pas là pour en parler. Les sociétés et le système scientifique auraient récupéré ça depuis longtemps. S'il y a trop d'élusivité aussi, on ne serait pas là non plus pour en parler, ce serait parti aux oubliettes depuis longtemps. Donc le phénomène doit régler les 2 plateaux de la balance de manière subtile et en permanence. Et il y arrive assez bien, parfois. Donc, c'est toujours dans le cadre de cet ensemble qu'il faut considérer le phénomène OVNI selon moi. L'intrusivité est la borne d'entrée, l'élusivité est la borne de sortie. Alors, dit comme ça, on peut considérer les choses de la façon suivante. L'intrusivité est très visible, il suffit de regarder, mais elle possède une face cachée dont nous n'avons rien à savoir et que cette intelligence tente de nous dissimuler de son mieux. Et c'est la même chose pour l'élusivité. On ne peut que la constater, mais il y a une part qui nous est cachée et dont nous n'avons pas le cadre conceptuel d'ailleurs pour l'appréhender. Donc je voudrais revenir soigneusement là-dessus. Et pour ce faire, je vais passer par un biais, très rapidement, par un biais très peu connu en ufologie malheureusement, qui est l'histoire des idées en ufologie. Pendant des années, pendant des décennies même, on a considéré que le phénomène OVNI, la rencontre plus exactement entre un témoin ou un groupe de témoins et le phénomène OVNI, était de nature aléatoire. Un petit peu comme le vol des oiseaux, si vous voulez. On disait, bon, il y a un nombre X d'OVNI par an dans le ciel, et plus il y a de témoins dehors, et c'est le cas à certaines époques de l'année, notamment les vacances, et plus on a de probabilité ou de chance, si vous voulez, de voir un OVNI. Et ça marchait comme ça. Les premières statistiques de Claude Power vont plutôt dans ce sens, puisqu'on voit que c'est plutôt dans les mois chauds, où l'air est clair, où la température est bonne, qu'on a une montée en puissance des observations d'OVNI toutes confondues. Hein. Voilà. Mais c'est là que les apparitions d'humanoïdes sont importantes, parce qu'elles vont nous révéler quelque chose, une histoire très différente. Et c'est de ça dont je vais maintenant vous entretenir. Donc, quel est le secret que nous livre l'étude de 300-400 cas de RR3? Il est d'abord que par anthropocentrisme, on n'a pas songé à une chose très évidente, finalement. Quand on voit l'activité du phénomène OVNI, la rencontre avec des témoins, comme étant aléatoire, on n'a pas songé une seule seconde que cette proposition pouvait être retournée comme un gant. À savoir que plus il y avait de témoins dehors, et plus il y avait d'opportunités pour cette intelligence de se produire par rapport à ces témoins. Et c'est bien ce que nous montre les RR3. Regardez ma main.
vous voyez la paume. Cette paume représente les 75 ans d'activité intrusive de ce phénomène. Mais vous ne voyez pas le dos. Et même si vous le voyez, vous auriez peut-être du mal à comprendre ce qui se trouve derrière. Les RR3 nous livrent une toute autre histoire, à savoir que les rencontres rapprochées n'ont rien d'aléatoire. Elles se produisent intentionnellement en fonction de témoins ciblés dans un contexte précis. Et j'insiste sur cette notion de contexte. Prenons un exemple. Mon plus ancien ami, qui s'appelle Gérard, a fait une observation très importante à l'été 2010 dans le sud de la France, dans une petite ville. Il était avec toute sa famille dans une barre d'immeuble au dernier étage. Et vers minuit, son épouse repère sur la terrasse des phénomènes lumineux vraiment étonnants, comme des lampes stroboscopiques, des rayons stroboscopiques d'une très belle couleur verte. Et sur le coup, ils ont pensé qu'il s'agissait de jeunes s'amusant avec un laser ou de feux d'artifice, bien qu'il n'y avait pas de bruit. Et puis c'était tellement insistant, ça a duré si longtemps, ça a duré plus de 20-25 minutes, que finalement toute la famille est sortie sur la terrasse. Et c'est là que le phénomène est arrivé. Des plateformes gigantesques avec d'énormes disques rouges brillants dessous. Et dans ce cas-là, le phénomène, cette intelligence, a montré son véritable visage qui est ostentatoire. L'ostentation, c'est quelque chose qui fait que cette intelligence se montre dans une situation bien précise. Elle se montre intentionnellement. Eh bien, si vous regardez 300-400 cas de RR3, mais ceci concerne toutes les observations rapprochées, vous apercevrez que ce genre de scénario est très fréquent. La plupart du temps, c'est des stimulus sonores et lumineux qui sont employés, et quand les témoins sont enfermés de nuit dans leur maison, volets fermés, et donc des stimuli lumineux ne peuvent pas les atteindre, on se sert du sonore. Et ce sonore peut durer très longtemps. On a des cas où ça a duré une demi-heure, voire une heure, jusqu'à ce que le témoin sorte, parce que le bruit est très intriguant, il est anormal. Le témoin sort pour voir de quoi il s'agit, et c'est là que l'observation arrive. Ça fait partie des protocoles ostentatoires. Il y en a deux autres. Le plus usité, c'est ce que j'appellerais le positionnement préalable. Voilà. Vous êtes en voiture, vous roulez de nuit dans une région déserte, vous prenez un virage, et puis à la sortie du virage, vous trouvez un objet posé au sol ou juste à côté sur la bordure de la route, et le témoin lui-même dit c'est le hasard, je suis tombé par hasard sur un phénomène extraordinaire. Et vous avez un deuxième outil qui est ce que j'appellerais l'arrivée impromptue. Le témoin sort étendre son linge avec ses enfants, par exemple, et tout d'un coup, le phénomène arrive à toute vitesse et se trouve devant elle, généralement un petit peu au-dessus du sol, et la séquence commence. Tout ceci relève de protocoles ostentatoires. Donc les stimuli lumineux, sonores, les positionnements préalables et les arrivées impromptues sont les trois principaux outils de l'ostentation. Ceci pose évidemment de gros problèmes, des problèmes de nature informationnelle. Et nous en venons maintenant à un problème qui est celui du contexte. Je vous l'ai dit, je pense que cette intelligence cible des témoins dans un environnement précis et en fonction d'un contexte dont on ne maîtrise pas nous-mêmes toutes les données. C'est impossible. Ceci est le grand secret de l'ostentation d'ailleurs. Et puis il y a l'élusivité à la fin. Ce qui est extraordinaire, c'est que les témoins ont toujours la sensation de tomber par hasard sur. J'ai enquêté il y a quelques années sur un cas de RR2 qui s'est déroulé dans les Alpes de Haute-Provence, où le témoin me disait, je roule à 2h du matin, c'était un livreur, très vite, j'ai pris ce virage, je suis rentré dans cette grande ligne droite,
Et puis je vois ce truc posé quasiment à ras de la route, ça brillait tellement que j'ai cru que c'était un camion en feu. Je n'ai pas eu de chance, écoutez bien les termes, je suis tombé par hasard sur, et je n'ai pas eu de chance, parce que c'était pas ça évidemment, j'ai pris la peur de ma vie, et il y a des choses qui m'ont suivi pendant plus d'un an après pour que je m'en débarrasse. Il aurait tout aussi bien pu dire, j'ai eu de la chance de voir un spectacle pareil. Hasard, chance, malchance, tout ça c'est des mots. C'est des mots du langage commun, mais qui nous masquent une vérité tout autre. Parlez-en à un physicien, vous verrez ce qu'il vous en dira du hasard. Ce dont il est question, c'est la loi de cause à effet, et donc de la maille causale sur laquelle repose notre univers. Faisons un autre parallèle. Prenons une opération militaire, une opération de commando, par exemple. Généralement, ce sont les opérations les mieux programmées. De véritables professionnels font ça derrière. Tout est calculé et programmé au millimètre près. Le timing, bien sûr, à la seconde. La topographie, naturellement, c'est fondamental. La présence des hostiles, qu'il faut éventuellement neutraliser. Les opportunités de renfort qu'ils peuvent recevoir d'où, etc. Enfin, on essaie de tout calculer et on prévoit des scénarios avec un plan A, un plan B, un plan C, au cas où il se passerait quelque chose. Normalement, ça devrait toujours bien se dérouler, avec l'effet de surprise aidant. Eh bien, regardez l'histoire. Combien de fois a-t-on vu une opération où tout devait bien se passer, où il y a eu un petit grain de sable dedans, et ce petit grain de sable a entraîné des conséquences en cascade qui ont fait que toute l'opération soit a dû être annulée, soit s'est transformée en une véritable catastrophe. Mais ceci n'arrive jamais dans les observations rapprochées. Jamais. Donc il y a bien un problème avec la causalité dans cette histoire. J'ai eu la chance, pour de bon cette fois-ci, de rencontrer dans ma vie un certain nombre de physiciens, des gens très ouverts d'ailleurs, je dois le dire, et je leur ai carrément, dans la conversation, posé le problème. Je leur ai mis tous les éléments du problème en main, et je leur ai demandé « qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils m'ont fait, la plupart, le même genre de réponse. Premièrement, eux-mêmes, en tant que scientifiques, et le système, d'une manière générale, procédera toujours de la même façon, par le principe d'économie en épistémologie, qu'on appelle le rason d'Occam. Ça revient à dire que quand une situation ou la solution à une question est trop problématique, on coupe, tout simplement, c'est-à-dire on éradique la question, et il n'y a plus de question ni de problème, et c'est réglé. Si maintenant, il devait y avoir, et vous notez le conditionnel, quelque chose de réel là-dedans, une réalité ontologique dans cette histoire, alors évidemment, il faudrait envisager la manifestation dans notre environnement d'une hyperphysique. Mais, il y a une condition. On ne peut pas se jouer de la loi causale sans qu'il y ait une singularité temporelle là au milieu, pour une raison simple, c'est que le temps est inséparable de la maille causale. Et effectivement, sur une terre, si vous poussez un verre, il tombe par terre parce que vous l'avez poussé, et le contraire. Donc, ceci étant entendu, je dirais que ça tombe plutôt bien, parce que vous savez comme moi que depuis 30 ou 40 ans, on n'arrête plus de recevoir des témoignages, des informations remontant du terrain, faisant état de distorsions temporelles à proximité d'un de ces objets. Vous avez pensé, bien entendu, immédiatement au fameux effet Dose, appelé comme ça par l'ufologue britannique Jenny Randles. Et ça tombe bien là aussi parce qu'il y a 2 ans, Philippe Guillemant, qui est physicien et qui est un des auteurs de Revenu et Conscience, nous a réunis en été pour un séminaire consacré à ça. Donc il avait énormément travaillé sur la question, il avait bien regardé les situations, les symptômes décrits par les témoins. Et je rappelle que dans beaucoup de ces situations, vous voulez arriver à un effet dose, enfin vous vous retrouvez au milieu d'un effet dose, et que vous restez 3 minutes dedans parce que le phénomène se déploie en 3 minutes, et que vous sortez de là, très souvent il y a 1 heure ou 1 heure et demie qui sont passées. Donc on est bien dans un cadre de déformation temporelle, ce que nous a précisé Philippe Guillemant au tableau, en nous expliquant
comment théoriquement ça pouvait marcher avec la technologie ad hoc. Et il nous a expliqué également beaucoup de choses autour de cet effet dose, des choses assez étonnantes mais que je ne vais pas aborder ici. Donc l'effet dose, c'est quelque chose qui est en relation, ou qui pourrait être en relation directe avec ce syndrome de l'élusivité qui est totale. Seulement c'est là que je vais intervenir et jouer un peu le rôle enfin, je vais mettre un petit peu de poil à gratter là-dedans. Quel est le taux exact de l'effet dose dans les rencontres rapprochées? Il se trouve qu'il n'existe pas vraiment de statistiques, personne n'a encore fait ce travail, c'est sans doute assez difficile à faire. J'en discute souvent avec d'autres chercheurs intéressés, et il semble qu'un accord se fasse sur quelque chose de l'ordre de 20% des rencontres rapprochées. Ce qui nous donne quelque chose comme moins de 3% de l'ensemble du phénomène. Donc, on est bien d'accord, le phénomène userait, forcerait le hasard et userait de l'effet dose dans à peu près 20% des rencontres rapprochées. Très bien. Question. Qu'en est-il pour les 80% restants? Parce que là aussi, l'élusivité joue à plein. Là aussi, on observe le même mécanisme. Et c'est là qu'il y a une partie masquée dans l'élusivité. Je pense qu'il faut essayer d'aborder ce problème en termes d'information. L'information, c'est quelque chose qui représente l'avenir de la physique aujourd'hui et qui est transversal à tous les thèmes qui posent problème. Ce que je dis, c'est que comme dans une opération commando que je citais tout à l'heure, cette intelligence a accès à une inflation de l'information sur l'événementiel. En pré-événementiel, bien entendu, mais ça, il n'y a rien d'extraordinaire. On pourrait l'avoir nous aussi pour une opération commando. Mais ça va plus loin que ça, selon moi. Elle a des informations en post-événementiel. Vous m'avez bien entendu. Et c'est comme ça qu'elle parvient, depuis 75 ans, à nous glisser entre les deux là, sous notre nez, à notre barbe, et qu'on ne comprend toujours rien, parce qu'on n'a pas le cadre conceptuel pour le penser et le percevoir. Ça peut paraître complètement fou, ce que je suis en train de vous dire là. Mais il se trouve que quand vous multipliez les actions sur le terrain, après coup toujours, hein, bien entendu, où vous dites, vous constatez que finalement ce phénomène s'est produit dans les conditions spatio-temporelles idéales, systématiquement, pour nous glisser entre les doigts, et même des fois dans un contexte auto-invalidant, ce qui abuse même parfois des ufologues. Quand vous constatez ça une fois, 10 fois, 100 fois, vous commencez à vous poser des questions. Et puis quand vous regardez en haut, alors j'appelle en haut les débats épistémologiques entre les grands de la physique classique, je précise bien classique, et que vous voyez, que vous constatez ce qui est dans l'air du temps en ce moment, de quoi on discute par rapport à la structuration de l'univers, vous vous rendez compte assez rapidement que cette option n'est pas du tout folle. Elle correspond à des choses très précises qui prennent de plus en plus d'ampleur, notamment dans le cadre de la physique einsteinienne, donc de la physique classique, et notamment par rapport à l'aboutissement de la théorie de la relativité restreinte. Donc, une fois considéré tout cela, je pense que ce phénomène a accès à une information que je qualifierais de totale et qui déborde très largement en amont et en aval l'événement, et que c'est comme ça qu'elle opère en toute impunité. Ceci devra être creusé et vous verrez que dans l'avenir, on en parlera de plus en plus. Alors, j'ai beaucoup abordé la bande d'entrée et la bande de sortie, mais il reste ce qu'il y a au milieu, les séquences. Et les témoins, eux, vous rapportent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi des fois. Et donc, il faut se concentrer maintenant sur les séquences. D'après vous, est-il possible de catégoriser ces séquences? On a bien tenté de catégoriser les différentes formes d'entités. Peut-on le faire pour des séquences? Faites un test. Posez la question à des amis, à des connaissances, mais qui connaissent quand même un peu le dossier, et demandez-leur si, d'après eux, il y a une catégorie
dominante, majoritaire, dans ces séquences. Vous entendrez certainement beaucoup de choses. Les plus informés vous parleront peut-être d'histoires de péviettes, d'autres de tentatives de contact avortées ou de choses comme ça, mais on est très loin du compte. La catégorie ultra majoritaire dans ces histoires-là, c'est ce que j'appelle un effet vitrine. Vous avez des effets vitrines de type 1 et peut-être de type 2. Qu'est-ce qu'un effet vitrine? C'est un appareil qui généralement ne touche pas le sol et qui est soit intégralement transparent, soit demi-transparent avec un dôme entièrement transparent qui permet de voir tout ce qu'il y a dedans, soit l'appareil est doté de grandes baies vitrées ou d'énormes hublots qui permettent de voir les entités en train de s'activer généralement sur des tableaux de bord ou quelque chose qui ressemble à ça. Il arrive d'ailleurs que le phénomène joue le jeu et des fois, ça s'est produit, bascule l'objet de façon à ce que le témoin puisse mieux voir. Vous avez un cas célèbre comme ça au Canada, c'est celui de Duncan en 1970 de mémoire, dans la presqu'île de Vancouver. Ces cas sont tellement nombreux qu'il faut vraiment les considérer avec attention. Et il faut savoir qu'il y a un effet vitrine qui se manifeste également l'appareil se posant au sol. Généralement, celui-ci laisse des traces. On peut citer Tripoli en 1954. Vous avez un cas extrêmement célèbre au Canada, c'est celui de Rondell dans l'Alberta en 1971. Et vous avez beaucoup de cas. Le cas de la plaine des Cafres ressort de cette catégorie aussi. Vous en avez donc énormément qui viennent encore s'ajouter. En fait, si on regarde bien, le phénomène est ostentatoire. Si vous êtes ostentatoire, c'est que vous vous mettez en scène et que vous tenez à montrer quelque chose. Mais l'effet vitrine n'est jamais qu'une prolongation de cet aspect ostentatoire. C'est pour ça que certains disent parfois qu'il y a un côté histrionique dans le phénomène ovni, dans les rencontres approchées, l'histrion étant était un acteur dans la Rome antique. Donc il y a un côté effectivement de mise en scène. Ces cas, je vous le dis, sont tellement nombreux. À un moment donné, il est naturel de se poser la question, est-ce que tout ne serait pas un effet vitrine généralisé, mais dissimulé pour certains cas sous des effets prétextes? Alors, quels sont ces effets? Il y en a trois. Le plus réduit, je pense, c'est le coup de la panne. Celui-ci apparaît dès le début. Les entités font semblant ou réparent l'engin comme s'il était arrivé réellement quelque chose. Les premiers cas apparentent souvent à cette forme, mais la forme reste minoritaire quand même. Deuxième chose, vous voyez apparaître de plus en plus fréquemment, mais c'est ancien aussi, des cas que je qualifierais de très invasifs, c'est-à-dire que le phénomène va se produire par rapport à plusieurs témoins, toujours dans un cadre précis et sur une durée de temps assez longue. Ces cas ressemblent un peu à des cauchemars en mouvement, à des actions en mouvement comme ça, où les témoins sont très perturbés. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a, et il me semble qu'il y en a de plus en plus. Et puis vous avez le grand cas, le grand prétexte qui est la cueillette. Ça c'est présent dès les origines aussi, et ce phénomène cueille à peu près tout, comme si on avait affaire à des ingénieurs en train de prospecter le sol de la planète. Donc on cueille des herbes grasses, on cueille des lavandes, des tomates, des courgettes et des oignons, des champignons et même des roches, parce qu'il y a un aspect géologique dedans, et même des animaux dans certains cas. Ça s'est produit. Donc est-ce que tout ceci est un effet vitrine également masqué par des prétextes? C'est la question. Et qu'est-ce qu'évoque tout ceci? Il est possible, ce n'est pas une certitude, mais c'est possible que depuis le début, on soit abusé par une sorte de cinéma virtuel ultra perfectionné et que l'on prenne au premier degré ce qui serait en fait des signifiants très perfectionnés et donc porteurs de signifiés. Autrement dit, on serait dans une forme de communication, mais à sens unique. Il faut faire très attention à ce terme de communication, parce que le public va immédiatement interpréter ça par rapport à certaines productions hollywoodiennes,
ou dans des feuilletons, où on voit une intelligence exogène se manifester, une équipe en face qui tente d'interpréter un langage, et un petit génie arriver pour décoder le langage. Il ne s'agit de rien de tel dans cette affaire. La communication, si elle a lieu, est à sens unique et nous sommes, les mauvais élèves de la classe, relégués dans un coin de la cour de récréation. Parce qu'il y a une part à la fois mimétique, spéculaire, c'est-à-dire en miroir, et également symbolique dans cette communication. Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Eh bien, c'est pas compliqué, il y en a 3 ou 4, je dirais plutôt 3. La problématique de la conscience d'abord, la problématique du temps et la problématique du statut de la matière. Et en transversal à tout ça, vous avez le problème de l'information qui touche ces 3 domaines, qui touche ces 3 thèmes absolument partout. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça en partie? Il faudrait des études un petit peu plus approfondies et surtout, d'après moi, je pense que l'avenir est au travail en équipe là-dessus. Il n'y aura pas un petit génie par qui ça viendra. Il faut des équipes comportant un ufologue expérimenté et qui a le sens de l'histoire, y compris de l'histoire des idées. Il faut un physicien, ou verra ça. Il faut un psychologue, ou verra ça. Et surtout, il faut un sémiologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'histoire des signes. Signifiant, signifié. Et le troisième, c'est le percipient, le témoin qui voit les choses. Il faut aborder le phénomène par là, parce que ce phénomène est une invitation à penser la complexité. Et la complexité, on ne la pense pas en fonctionnant sur des doxas à la fois matérialistes et anthropocentriques. On la pense en multipliant les angles d'approche à partir de l'information qui remonte du terrain. Voilà ce que je tenais à dire. Mon temps touche à sa fin. Et je voudrais maintenant, en conclusion, répondre à une ou 2 questions qui me sont très fréquemment posées. La première de ces questions, c'est est-ce que ces constats mettent en cause la matérialité du phénomène? La réponse est non. Vous savez comme moi, et nous savons tous, que ce phénomène est capable de laisser des traces au sol, d'être détecté par radar, pris des fois par une vidéo infrarouge. Donc il n'est pas question de mettre la matérialité en question, mais peut-être bien le statut de la matérialité, ce qui est tout à fait différent. Une question adjacente et la plus souvent posée en fait, c'est est-ce que l'hypothèse extraterrestre est atteinte? Est-ce que ça met en cause tout simplement l'hypothèse extraterrestre? La réponse est assez simple aussi. Je pense que non, pas du tout. Pourquoi? Parce que si on a affaire réellement à une intelligence exogène qui nous surplombe, et dont on serait séparé par un gouffre évolutif empêchant toute communication. Ce qu'on constate là, ce dont je vais vous parler, c'est exactement ce à quoi il faut s'attendre. Exactement. Donc c'est à prendre en compte. En conclusion, je voudrais vous dire que ce que je viens de vous raconter là n'est pas une invention de ma part. C'est ce qui est contenu dans 300 à 400 cas de rencontres rapprochées, notamment du 3e type. Mais je le répète, ça vaut pour toutes les rencontres rapprochées. Vous ne pouvez pas vous en apercevoir sur 10 ou 20 cas. Il faut passer la centaine ou moins et vous intéresser à la façon dont cela commence, dont cela se termine, et bien étudier le contexte après coup. Je pense qu'à l'avenir, il faudra parvenir à une approche différente des contextes. J'y reviens sans arrêt de façon liée à l'information. Je vous ai parlé des 3 thèmes qui reviennent sans arrêt dans ces histoires. Quand vous remontez la pyramide, vous vous trouvez toujours face au thème de la conscience, le temps, le statut de la matière et l'information est transversale. Mais je ferai remarquer que ces 3 thèmes sont au cœur des débats entre les 10-12 plus grands physiciens du monde aujourd'hui. Et, à mon avis, ce n'est pas un hasard. Le hasard à bon mot, vous savez, mais les coïncidences en ufologie, je m'en méfie un petit peu. Il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que le jour où nous serons parvenus à
comprendre comment cette intelligence accède à une information que je qualifierais de totale. Ce jour-là, nous aurons accompli un pas de géant. Et nous ne serons peut-être plus très loin d'avoir élucidé le phénomène OVNI. Et cela passera, non pas par de la technologie ou des choses comme ça, cela passera par la dimension de la physique. Exactement comme l'avait pronostiqué Aimé Michel il y a 40 ans, il me l'avait dit, et il l'a écrit aussi, et c'est bien ce qui va se passer. Alors cette conclusion, c'est une perspective plutôt intéressante et optimiste, je pense, et je pense qu'il faut s'y tenir. J'espère vous avoir un petit peu intéressé et ne pas vous avoir trop dérangé dans ce que je vous ai dit. Il y a encore beaucoup de choses qui nous étonnent et qu'il faut essayer d'approfondir, d'appréhender tranquillement en ufologie. Il me reste à vous remercier d'abord de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne continuation du Congrès de Montréal, et puis je pense qu'on pourra peut-être se retrouver par Skype avec l'ami Gilles Thomas, de façon à dialoguer un petit peu ensemble. Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt. Hein? Au revoir.